Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence consacrée au compte courant d'associés. Le compte courant d'associé est un prêt consenti par la société à un associé. C'est une formule qui est très souvent utilisée par les créateurs et par les repreneurs d'entreprise, mais qui est également régie par un certain nombre de règles. Pour comprendre tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Ravard, qui est expert comptable et qui représente l'Ordre des experts comptables, qui est partenaire du Salon Go et qui va nous expliquer le fonctionnement du compte courant d'associé. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, le chat, c'est les deux petites bulles que vous voyez tout en haut de votre écran. Donc, vous cliquez dessus, vous rédigez vos questions et nous les publions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'avancement de cette visioconférence. On prendra un petit peu de temps à la fin de cette conférence pour reprendre vos questions et y répondre. Et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, mais écoutez, je vous propose sans plus attendre de démarrer cette conférence. Et Julie, je vous cède la parole. Merci. Merci Doriane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour partager un thème important qui est en termes de financement d'entreprise, soit à la création, mais aussi lors de développement d'activités, qui est le compte courant d'associés. Quand on entend compte courant, on pense directement au compte bancaire, à notre compte courant que l'on peut avoir dans l'entreprise à titre privé, mais là, en fait, le compte courant, c'est un prêt qui est consenti à une société par un associé. Donc, on va voir déjà qu'est-ce qu'un compte courant, la définition, la répartition entre le capital social et compte courant, qui est une autre source de financement, la rémunération, puisque c'est des fonds qui sont bloqués, donc autant les rémunérer. Le plan de remboursement, mais également, voilà, c'est comme dans tout, il y a un volet fiscalité pour en savoir à quelle sauce on sera mangé si on prête voilà, de l'argent à l'entreprise. Donc, le compte courant est un mode de financement et de renforcement des fonds propres. C'est un prêt qui était donc consenti à une société par un des associés. Ça ne va concerner que les sociétés et pas les entreprises individuelles ni les micro-entreprises. Il est inscrit, on le verra tout à l'heure, au passif de l'entreprise et il est assimilé à des quasi-fonds propres. Vous allez me dire, c'est quoi un quasi-fonds propre? Déjà, on va définir qu'est-ce que des fonds propres. Des fonds propres, ce sont les ressources de la société. Ils sont composés par le capital, les réserves et les bénéfices. Donc, en termes de création, vous injectez donc de l'argent pour faire face aux premiers investissements, soit via le capital, qui sont des fonds propres, mais vous pouvez le voir aussi de manière alternative, ce qu'on appelle en quasi-fonds propres, donc en compte courant d'associés. Ensuite, on regardera le prochain slide et je vous montrerai bien où se trouve et le capital et le compte courant d'associés. Ce sont des ressources financières n'ayant pas la nature comptable de fonds propres, mais qui s'en rapprochent. Ils regroupent donc les comptes courants, mais également, vous avez pu entendre parler des fonds et des emprunts participatifs. Donc, on a bien le capital, les réserves, le bénéfice qui sont les fonds propres, les capitaux propres, et juste en dessous, on va avoir les autres dettes qui sont les comptes courants d'associés. Donc, voilà, on fait table rase. Ce n'est pas mon compte courant que j'ai à l'actif sur un compte bancaire, mais bien de l'argent en tant que créateur que je prête à l'entreprise. Il n'y a pas de limite de montant, tout est possible, de 1 euro à plusieurs milliers d'euros. Et souvent, en termes de création, il est demandé au créateur donc de bloquer le compte courant d'associé pendant la période de financement, pendant les 5 ou 7 ans, où on le débloquait au fil de l'eau pour assurer la bonne gestion et la trésorerie de l'entreprise. Donc, Doriane, on va juste aller sur le slide suivant qui permet de mieux regarder la répartition entre capital social et compte courant. Donc là, on vous présente les besoins. Donc, en termes d'investissement, on va avoir, vous voyez bien, sur la partie gauche, des investissements immatériels qui peuvent être les frais d'enregistrement, les honoraires liés à la constitution, les droits d'entrée. Les investissements matériels, vous allez avoir besoin de travaux, là on peut regarder,
véhicules, de mobilier. Les investissements financiers, ça peut être, là, voilà, c'est les loyers versés en garantie, voilà, on verse 1 mois, 2 mois de loyer. Et ce qu'on appelle aussi le besoin en fonds de roulement. Donc, ce sont les premiers besoins dont a besoin l'entreprise. Voilà, c'est vraiment le cas de besoin. Ça va être les premiers salaires à verser, les premiers stocks à financer. Si vous réalisez une prestation, elle n'est pas forcément payée tout de suite, peut-être à 30 jours ou 60 jours. Donc, on a besoin de ce fonds de roulement pour faire face à l'activité. Et comment on le finance? On peut le financer via les capitaux propres. Donc, vous le voyez tout en haut de votre tableau sur la droite. Il est constitué donc de capital. Le capital, c'est l'argent que je donne à l'entreprise. Je pourrais le récupérer de deux manières. Soit je réduis le capital au cours de la vie de l'entreprise ou lors de la dissolution et la liquidation. Et de l'autre côté, la solution alternative, c'est le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, ce sont les comptes courants d'associés. Donc, je prête de l'argent, mais à tout moment, je peux le récupérer. À tout moment, mais attention, en regardant bien en fait, les besoins de trésorerie, les aléas de l'activité, que je ne me retrouve pas à découvert, cette fois, sur le compte courant bancaire. On va tourner, Dorian, pour voir comment on peut rémunérer du compte courant d'associé. Donc, encore une fois, c'est l'associé qui prête de l'argent à l'entreprise. Donc, quelque part, on fait le rôle, entre guillemets, de banquier. Donc, on paye la banque et on verse des intérêts. Donc, de la même manière, l'entreprise peut vous verser des intérêts en fonction des sommes que vous avez prêtées. Donc, le taux d'intérêt, comme c'est marqué, est fixé par les statuts ou par la convention de compte courant qui peut être conclue entre la société et l'associé. Mais attention, on se dit, waouh, ça va être le bon plan, je vais prêter de l'argent à l'entreprise plutôt que de le garder sur mon compte courant perso et je vais les rémunérer à 12%. Ou attention, au niveau fiscal ou au niveau économique, ce n'est pas possible. On verra après les conséquences fiscales, parce qu'on ne peut pas prêter de l'argent sur des taux d'intérêt prohibitifs, ça serait trop facile. Et donc, on est limité par le régulateur, par l'administration fiscale. Ensuite, on va tourner, Dorian, voir comment on peut effectuer les remboursements du compte courant d'associé. Donc, je reviens là-dessus, sur vraiment le principe, c'est un prêt que l'associé fait à l'entreprise. Donc, on peut émettre l'idée de le rembourser en une fois ou à tout moment. Mais là, je vous invite à faire un prévisionnel de trésorerie pour bien appréhender la saisonnalité, les carnets de commandes, puisque bien sûr, en termes de création, on va vous demander d'apporter de l'argent pour faire face, on l'a vu tout à l'heure, au BFR. Mais attention, à la différence du capital, on peut le débloquer, mais tout en respectant en fait les pointes de trésorerie qu'on ne se retrouve vraiment pas à court au niveau bancaire. Et là, c'est voilà ce qui avait été précisé, c'est attention à ne pas friger la trésorerie de l'entreprise lors du remboursement. Donc, de la même manière qu'un emprunt bancaire, on peut imaginer le laisser en compte 1 an, attendre un différé et puis après établir un plan de remboursement avec des échéances équivalentes ou des échéances progressives ou en une fois. Là, c'est à vous de bien gérer et de savoir en fonction encore, je le répète, et ce qui est important, de faire un plan de trésorerie en fonction de l'activité, de la saisonnalité et des encours. Ensuite, on a évoqué le sujet, parce que il est toujours là, il y a le volet fiscal, là, parce qu'on est bien limité par l'administration fiscale, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, Dorian, on va passer sur le prochain slide. Donc, le volet fiscal est important, on a toujours la partie juridique, comptable et fiscale qui arrive par la suite. Donc, il y a un régime vraiment particulier. Donc, au niveau de la société, les intérêts versés à l'associé. Donc, plutôt que de verser de l'argent des intérêts à la banque, je vais les verser à vous en tant qu'associé. Il faut respecter deux conditions, que le capital social soit intégralement libéré et que les taux d'intérêt pratiqués n'excèdent pas les taux de référence, les taux du marché. Donc là, on était à peu près à 4,5 sur les dernières clôtures au 30 septembre, c'est important donc de respecter aussi la hausse des taux. Et ce qui peut être aussi, compte tenu de la hausse des taux, plutôt que de laisser son argent, des fois plutôt dormir sur un compte courant, mais cette fois bancaire, intéressant aussi de l'injecter à la société et dans la limite du fiscal, de la fiscalité en cours, de respecter ces taux d'intérêt.
Par contre, au niveau des associés personnes physiques, donc je prête l'argent, le fait de le prêter et de le récupérer, je ne suis pas fiscalisée. J'ai prêté de l'argent, donc quand je le récupère, je ne suis pas imposée. Par contre, si je perçois des intérêts, c'est des produits financiers, de la même manière que si j'avais des placements dans des comptes à terme ou pour des actions, des obligations ou autres, bah là, je suis imposée. Imposée comment? Avec ce qu'on appelle plus communément la flat tax, donc avec un régime libératoire de 12,8 d'impôts et de 17,2 de CSG, ou la possibilité de l'intégrer directement au niveau du barème progressif. Donc j'espère qu'on a fait un tour. Bon, après, il y a tellement de choses à dire, mais j'espère qu'on a été suffisamment synthétique dans la présentation pour vous faire une présentation de l'outil de financement qui est le compte courant d'associés et qui peut être intéressant compte tenu aussi de la hausse des taux. Merci Julie, merci pour toutes ces précisions. Nous avons une première question qui a été posée par Tanguy, qui demande: à la création, il est recommandé de bloquer le compte courant d'associé. Pouvez-vous, SVP, préciser dans quel sens bloquer? Que signifie bloquer quand on parle de bloquer des comptes courants d'associés? En fait, bloquer, c'est une convention que l'on va faire avec l'entreprise pour dire qu'il va être bloqué sur une période définie. Et c'est souvent la banque qui vous le demande, parce qu'on voit en termes de création des fonds, dit j'ai besoin de 10 000 euros d'apport, on va mettre 1 000 euros en capital, 9 000 en compte courant. L'équilibre, on se dit, wow, la banque, ça la rassure pas trop de voir un déséquilibre entre l'apport qui est fait en capital et en compte courant, donc il va demander de le bloquer sur la durée du financement, donc vous ne pourrez pas le récupérer, et tous les ans, la banque vérifiera si le compte courant est toujours bien créditeur. Voilà, donc si je comprends bien, le fait de bloquer les comptes courants, en fait, c'est une sorte de garantie que l'on donne à son partenaire bancaire, et donc Exactement. c'est possible de se faire rembourser pendant la durée du prêt. C'est la seule manière de vous rémunérer. Donc, comme vous avez prêté de l'argent, là, vous pouvez récupérer des intérêts annuels à hauteur de 4,5%, 5% en fonction des taux d'intérêt légaux. On est bien d'accord également, Julie, que si, admettons qu'on est 3 associés dans une entreprise, si un des associés souhaite faire un apport en compte courant, ça n'engage pas les 2 autres. Tous les associés ne sont pas obligés de faire un apport en compte courant. C'est vraiment ce qui appartient à chacun. Oui, ça appartient à chacun, contrairement au capital. Si on a dit on a 3 associés, voilà, ils détiennent un tiers du capital, ils doivent faire les mêmes apports qu'en compte courant d'associés. Non, il n'y a pas d'obligation, mis à part s'il y avait un pacte d'associés qui régit vraiment cette condition-là, mais autrement non, c'est libre. D'accord. Et une autre question, on est bien d'accord également que un des associés, si un des associés fait un apport en compte courant d'associé, cela n'a pas d'impact sur le nombre de parts sociales qu'il va recevoir. Il y a le capital qui impacte le nombre de parts sociales, avec la somme versée en capital qui a un impact sur le nombre de parts. Exactement, Dorian. Oui, là, on ne touche pas vraiment à la structuration juridique au niveau des statuts. On a déterminé un capital de 10 000 euros réparti en 3 associés. Voilà. Après, chacun des associés peut apporter 15, 20 ou 30 000, ça peut être des sommes différentes, mais ça ne change en rien la structure capitalistique. D'accord. Donc, nous avons une nouvelle question de Tanguy qui nous demande également: peut-on intégrer des dépenses antérieures à la création de l'entreprise à un compte courant d'associé au moment de la création? Oui, on peut, mais en faire voilà, une liste assez exhaustive dans des montants aussi raisonnables, parce que c'est toujours le cercle. Voilà, on doit engager des frais avant la création de l'entreprise, mais on n'a pas encore le numéro SIRET. Donc, ce que je conseille, c'est de faire une liste bien établie. Vous faites un bel Excel avec les factures derrière. Et bon, achetez pas une voiture non plus et la repasser en compte courant, mais voilà, une liste des premiers investissements, des premiers développements, on pourra le déduire et l'inscrire en compte courant, et après se rembourser, bien sûr. Parce qu'il y a toujours le mauvais moment à passer entre on immatricule et les premiers frais qui sont engagés. On ne peut pas attendre que l'entreprise soit immatriculée pour engager les premiers frais. Donc, voilà. Bien, on a une nouvelle question. Et après, dans ces cas-là, on peut faire aussi une reprise d'acte dans les statuts en disant, voilà, j'ai avancé ça, 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 et dans les statuts, on dit, voilà, la liste exhaustive de ce qu'on a apporté. Bien, merci. Une nouvelle question qui vient d'arriver. J'imagine qu'il y a un contrat entre cet associé, donc c'est-à-dire, je suppose, celui qui a fait un apport en compte courant et qui doit être établi pour mettre en place un compte d'associé. Est-il possible de modifier par un accord commun certaines clauses?
Je suppose que la question, en fait, se pose lorsque la convention a déjà été signée. Si ça a déjà été signé, ah bah voilà, après, c'est comme un pacte. En tout cas, si ce n'est pas régi dans les statuts au niveau des apports après en compte courant, ça pourrait très bien être le cas. S'il y a une convention postérieure pour déterminer le montant des apports, oui, il faudrait retravailler avec chacun des associés et voir comment le valoriser. Mais encore une fois, ça ne change pas la structuration juridique au niveau du capital social et de la détention des parts de l'entreprise ou des actions. Autre question, Thomas qui nous demande si la société fait faillite. Est-ce que l'argent est perdu? Quand on arrive malheureusement dans la phase de dissolution, liquidation, on fait l'état des dettes souvent, et après des créances et de ce qui peut nous rester. Et si malheureusement il n'y a plus assez d'actifs pour faire face au remboursement, vous ne serez pas en tout cas prioritaire, hein. Il y aura déjà le personnel à payer, les cotisations sociales, les impôts. Et logiquement, je pense quand on est cessation de paiement, oui, on peut dire au revoir au compte courant d'associés. Vous ne serez pas dans les privilégiés ou super privilégiés. Merci. Et une dernière question qui vient d'arriver. Est-il conseillé d'effectuer les premiers frais avant l'immatriculation? Il y a des frais incompressibles qu'on doit faire avant l'immatriculation. On n'a pas bien le choix, hein, parce que souvent, on dépose l'argent, le capital sur le compte bancaire. Il est libéré quand on a le CABIS. Donc, vous avez les premiers frais de la Chambre des métiers à payer ou du greffe du tribunal, de la publication. Donc, ceux-là, il faut les avancer quoi qu'il en soit. Et on les avance via le compte courant et on se fait rembourser directement après, une fois qu'on a le financement nécessaire pour procéder au remboursement. Très bien. Bien. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci à vous, merci Doriane, merci à tous et à toutes pour cet après-midi. Merci pour toutes ces précisions. Bien écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose d'arrêter là cette intervention. N'oubliez pas que le Salon Go ne fait que commencer, donc nous sommes lundi, le salon se termine vendredi soir. Vous avez la possibilité encore de participer à de nombreuses visioconférences et surtout venez nous rencontrer ce vendredi en présentiel de 9h à 17h dans les locaux de la Chambre des métiers au Technopole et vous pourrez rencontrer en entretien individuel tous les partenaires, tous les acteurs de la création d'entreprise, dont les experts comptables qui, je le rappelle, sont partenaires du salon. Voilà, bien écoutez, on vous souhaite à tous une excellente continuation et on espère vous rencontrer ce vendredi. Encore merci Julie et à très bientôt. Merci Doriane. Au revoir.